Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Karamo en compagnie du greatest, du grand coach Simon Ouedraogo. C'est un format assez particulier aujourd'hui parce que on va faire un échange très enrichissant avec le coach pour essayer de parler déjà de son parcours, pour parler de la GCAP, parce que je vous informe que je suis à Ouagadougou pour la GCAP 8. Il saura mieux vous en parler. Et si vous n'avez jamais découvert qui est le coach Simon Ouedraogo, option en fait qui est spécialisé, coach en développement personnel bien sûr, qui est spécialisé dans la métaphysique, je vais le laisser se présenter encore, même s'il n'est plus à présenter. Et puis on aura l'occasion de discuter de beaucoup de sujets ici, notamment de la prospérité, de l'abondance, parce que c'est le thème principal de la GCAP, également de son parcours, qu'est-ce qui l'a mené à être aujourd'hui the greatest, c'est-à-dire être à ce niveau-là aujourd'hui, et quels sont les projets pour l'Afrique, pourquoi la GCAP, et quels sont les projets aussi également pour le monde entier. Donc coach, comment ça va? Super bien, merci à toi frère Karamo et à toute ta communauté, je dirais, hyper croissante. Et merci à eux tous et merci à tous les ambitieux. Merci pour l'invitation parce que je vous rappelle que c'est lui qui m'invite pour la première fois à Ouagadougou pour participer à la GCAP. Je suis très heureux de la façon dont je suis accueilli. Vous voyez, je suis même habillé en boubou assez traditionnel et tout ça, c'est grâce à lui. Donc, merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. En anglais, on dit you deserve it, tu le mérites à un haut niveau. Merci beaucoup en tout cas. Alors, pour ceux qui te découvrent sur ma chaîne, est-ce que tu peux te présenter, même si de coutume tu n'es plus à présenter, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bon, si je vais me présenter, vous savez déjà que c'est une des choses les plus difficiles quand l'homme se présente, mais disons que je suis Simon Ouedraogo, connu plus du coach Simon Ouedraogo. Et je suis formateur, conférencier et auteur, et personnellement, j'ai d'abord pris quand même des années pour apprendre le développement personnel, lire les grands auteurs des années 1930, et même les Benjamin Franklin, là c'est dans les années 1700 et tout. Et après, j'ai mis tout ça en application parce que quand tu veux enseigner, il faut d'abord apprendre et ensuite tu appliques. Et quand tu récoltes les résultats maintenant, tu enseignes. Donc, d'abord, c'est depuis 2010 que j'ai découvert vraiment la science, je dirais magique. La science magique, c'est la science de la pensée. Donc, du coup, je me suis calmé pendant 7 ans pour bosser et appliquer. Et dès 2017, c'était comme quand on dit en cinéma que le rire était incoercible. Quand on parle de l'incoercibilité du rire, ça veut dire que ça fait tellement rire que tu dois éclater de rire. Donc, à un certain moment, l'envie de partager était devenue incoercible. Et je suis allé à la radio, j'ai commencé vraiment à parler de ce que j'ai fait et de ce que je veux faire. C'est là que le journaliste m'a dit, ben donc tu es coach? J'ai dit, ben moi je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je veux, c'est que mes jeunes, les petits frères, ils doivent vraiment changer de paradigme. Et deuxième émission encore, on me dit coach. C'est comme ça que le titre coach est resté. Mais j'ai plus basé mes recherches sur la métaphysique. La métaphysique, bon, pour ne pas vous donner des définitions dictionnariques, c'est la science de la pensée, la science de l'esprit, la science de l'âme, et pour vous dire, la science de l'invisible. Parce que vous savez avec moi que le monde, le corps humain, on peut dire c'est 10-1% invisible et tout le reste est invisible. On ne voit pas son âme, on ne voit pas son esprit. Mais si on t'insulte d'esprit pauvre, tu te fâches. Donc, alors que tu l'as jamais vu. Donc, tout le monde est doté d'esprit, d'âme et tout. Mais malheureusement, les gens se concentrent sur ce qu'ils voient et ils oublient ce qu'ils ne voient pas. Et moi, mon enseignement est basé vraiment sur ce que nous ne voyons pas. Lorsque on travaille dur sur notre esprit, notre âme, le reste, c'est une suite logique. Donc, voici en grosso modo ce que je fais. Et j'ai également des centres de formation, des écoles de formation où je prends les jeunes, où je les montre vraiment ce que j'ai fait. Je ne sors pas hors de ce que j'ai expérimenté. Donc, voici en grosso modo ce que je puisse dire d'abord. C'est quand même très impressionnant de voir en fait tout le leadership qu'il y a derrière toi. Je suis arrivé, j'ai vu toute une équipe et voir l'engagement de cette équipe-là, ça veut dire que tu as un réel impact ici. Et c'est quand même fascinant de savoir que on peut être en Afrique et faire quand même des choses à l'échelle internationale, voir qu'il y a des gens qui quittent la Suisse, l'Allemagne, la France pour venir participer à la GCAP. On a l'impression qu'on est au niveau de Tony Robbins, bien sûr. Et ça fait vraiment plaisir parce que je suis dans le développement personnel personnellement depuis pas mal de temps, mais on a tous nos grands frères dans le domaine. Je suis en présence de mon grand
frère que je respecte beaucoup parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Et moi aussi, également, j'apprends beaucoup de lui. Mais pour directement rebondir sur tout ce que tu viens de dire, je sais qu'à un moment de ta vie, ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, on a coach Simon qui a des centres de formation, pas mal de jeunes qu'il forme, des GCAP qui accueillent des milliers de personnes chaque année. Tout ça, c'est impressionnant, mais j'ai envie de savoir qui était le Simon d'avant, aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de lui. Ce qui est très important, j'ai aimé une citation d'André Gide qui dit que l'art naît dans la contrainte. Pour dire qu'il faut que ça chauffe. Parce que quand on est fils de cultivateur, moi j'ai fait la plantation café-cacao en Côte d'Ivoire, j'ai cultivé les riz, j'ai été berger pendant 2 ans et on voit comment souvent les plantes souffrent quand on les met sous terre. C'est une chaleur, je dirais, infernale et indescriptible. Et c'est sous cette chaleur que la plante va en avoir marre et elle décide de pousser du sol. Et si on va pas dire si on t'a jamais enterré, mais si t'as jamais même foncé ton pied sous la boue pendant 1 heure et que ça chauffe, tu peux pas comprendre pourquoi les plantes soignent. Les plantes soignent parce qu'au début, c'était pas simple. Et on se nourrit du maïs, du mil, mais nous oublions la souffrance qu'ils ont vécue quand on les a mis sous terre. Donc, moi aussi, j'ai germé comme ça, suite vraiment à l'extrémité de la pauvreté, parce que l'extrémité de la pauvreté, pour moi, c'est quand tu n'arrives plus à manger. C'est-à-dire, à ce moment, tu as touché quand même le plafond. C'est-à-dire, arriver à un certain moment où tu passes toute la journée et tu n'as pas mangé. Et manger, c'est pas un repas équilibré, c'est pas un repas vraiment, je dirais même équilibré, en un mot. C'est un repas simple. Peu importe le type de repas, tu crapahutes toute la journée, mais tu n'as pas mangé. Et à ce moment, je me suis mis, j'ai dit, voilà, là, j'ai touché le plafond. Même les arachides de 100 francs, tu n'arrives pas à manger. Et quand j'ai touché à ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis né pour ça? Et comment je dois changer? Et je pense que tout commence par une question. Quand tu commences à te poser des questions, l'univers va répondre. Et c'est à partir de ces questions que Dieu a mis sur mon chemin des gens qui ont réussi. J'ai rencontré des gens et j'étais curieux. Et moi, j'adore vraiment la lecture. Parce que un pauvre qui ne lit pas, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour lire. Même si quelqu'un jette un journal, si tu sais lire et écrire, tu prends, tu lis. Donc, à travers la lecture, j'ai découvert des phrases qui m'ont intéressé. Moi, je vois un document, je lis. Même si c'est un journal posé, je lis. Donc, c'est à travers ça que j'ai vraiment rencontré des grands auteurs qui parlaient du succès, du momentum, que l'homme peut se réaliser. Ah, c'est à partir de là que je vais m'investir. Sinon, qui est-ce que j'ai vraiment été? J'ai été comme la majorité de la jeunesse africaine, sans espoir. Souvent même, je me posais la question, est-ce qu'une fille accepterait même vraiment passer une journée avec moi? Donc, toutes ces questions, c'est pour vous dire en un mot que le coach était vraiment à moins 50. Voilà. D'autres disent qu'il faut commencer de 0 à héros. Moi, j'ai envie de parler de moins 50. À 0, voilà, moins 50 à 0 parce que le 0 aussi, c'est un niveau. Donc, moi, je suis passé de moins 50. Aujourd'hui, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste vraiment dans ce que j'ai été. Donc, c'est pourquoi à ce moment, l'univers bénit mes dires, l'univers bénit ce que je fais sortir de ma bouche parce que je suis dans ce que j'ai vécu. Donc, ma capacité maintenant à transformer les jeunes, ça va vite. Parce que je dis ce que je fais et je fais ce que j'ai dit. C'est ça. Impressionnant, impressionnant. J'adore ça. C'est très pertinent tout ce que tu dis. Et j'aimerais juste rebondir sur un petit truc. Est-ce que tu as une idée de un moment de ta vie où tu as eu ce déclic? C'est-à-dire que j'ai un peu une histoire un petit peu similaire dans mon passé. Ça a été très compliqué financièrement. J'ai beaucoup galéré. J'ai eu des périodes où moi aussi je mangeais 1 fois par jour. Mais je sais qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un déclic. Et le déclic, c'est pourquoi j'ai appelé ma conférence prochaine déclic. Ça peut être dû à un événement. Que je verrai vraiment mon calendrier si je pourrais être avec toi. Oui, on en parlera peut-être d'ici la fin. Ce serait le 20 janvier, on vous en parlera. Et je profite d'inviter tout le monde déjà. Hein. Oui, ça sera une grande conférence. Je suis à Ouaga, peut-être qu'il sera aussi de notre côté à Paris le 20 janvier, dans le 12e arrondissement pour une grande conférence sur l'éveil et la transformation. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et du coup, je cherche un peu ce déclic-là parce que avec pas mal d'interviews et pas mal d'échanges que j'ai eu avec de grandes personnes, je sais que c'est des gens qui ont connu en fait l'envers du décor. Et puis à un moment de leur vie, ils ont eu un déclic. C'est-à-dire quelque chose s'est passé, ils se sont dit,
ok, à partir de là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me réveille. Est-ce que tu as eu un peu ce moment-là ou est-ce que c'est arrivé pour toi progressivement face aux événements que tu as vécus? Bon, dans ça, j'aimerais citer Bob Marley qui a dit « You will never know how strong you are until being strong is the only one solution ». Donc, tu ne sauras pas à quel point tu es fort que si être fort reviendra la seule solution, voyez-vous? Donc, ce déclic, c'est quand tu vraiment... Quand ta vie même est menacée, vous voyez l'instinct de survie. À un certain moment, quand tu te dis, si je tombe malade lundi, mardi, je pourrais me retrouver au cimetière pour manque d'argent. Manque d'argent que des humains fabriquent, manque d'argent que le système te permet quand même d'entreprendre, de créer quelque chose pour avoir. Et quand tu vois des gens qui meurent, moi personnellement, le déclic qui m'a tapé, c'est quand j'ai perdu ma cousine à 19 ans avec sa grossesse. Elle a, bon, excusez-moi du terme, elle a été enceintée par un monsieur qui vraiment était dans la pauvreté et qui n'est pas arrivé à prendre soin d'elle. Et que nous aussi, on était vraiment dans cette pauvreté et ça ne nous disait pas grand-chose. Jusqu'à ce que, par manque de soins, elle va mourir avec sa grossesse. Et c'est quand je suis rentré dans la morgue, j'ai ouvert ma cousine, c'est-à-dire la fille de ma grande sœur, même père, même mère, que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai vue coucher avec sa grossesse. J'ai ouvert, c'est pas pour la première fois que je voyais un cadavre, mais c'était pour la première fois que je touche à un cadavre. Mais quand j'ai pensé que c'est à cause du fait que son copain ne foutait rien de bon, l'a enceinté, le mari de son copain, la mère de son copain dans la pauvreté, toute la famille de son copain dans la pauvreté. Et je me suis dit, et si moi j'étais riche, je pouvais quand même héberger ma cousine ou bien même la trouver une sage-femme. Je me suis arrêté et j'ai pas pu pleurer le jour-là. Pendant que tout le monde pleurait, j'ai pas versé des larmes. C'est un mois après que j'ai pleuré, tellement j'étais choqué. Et je me suis dit, ok, il est l'heure de mettre fin à toute forme de comédie économique. Maintenant, pour mettre fin à une comédie économique, il faut apprendre. Pour ne pas être un riche, je dirais, gaou, un riche qui ne sait même pas comment vivre le succès. Donc ça m'a tapé vraiment le subconscient à un certain niveau. Donc je me suis dit, ah là, il faut que j'arrête. Ça pouvait être moi, ça pourrait être qui que ce soit. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de vies j'ai sauvées dans des hôpitaux. Et chaque année, j'ai des dons que je fais dans des hôpitaux pour des enfants. Et à chaque fois quand je le fais, je pense à ma cousine, même si je ne peux pas la ressusciter. Donc pour dire que les déclics, moi mon déclic c'était vraiment le paroxysme jusqu'à qu'il y ait menace de vie et jusqu'à ce que je perds ma cousine. Donc ça vraiment c'était un des grands déclics en fait. L'autre déclic aussi c'était en 2009 quand je faisais le cinéma et je suis allé en France. Bon, ma cousine est partie après, c'était dans les années 2013. Mais moi, j'ai été en France en 2009 avec autorisation parentale pour du cinéma. Et c'était ma toute première fois de prendre l'avion et ma toute première fois d'arriver dans un pays européen et en France. Et de l'aéroport de Toulouse-Blagnac jusqu'à Bagnères de Bigorre, moi, je ne riais pas avec tout le monde. Je regardais la France par la fenêtre et je me disais, mais attends, on parle français avec vous, on parle la même langue. Et la France est hyper développée comme ça. Je voyais que la ville est propre. Je voyais vraiment qu'il y a l'autosuffisance alimentaire. Les gens vivaient aisément. J'ai pas été à Paris, encore moins à Marseille. Mais j'étais à Bagnères de Bigorre. Et les gens se plaignaient qu'ils sont au village. Bien sûr. Et les jeunes partaient faire le week-end à Toulouse, à 200 km de Toulouse. Maintenant, moi, j'ai dit, mais vous partez faire quoi à Toulouse? Alors qu'il dit non, que ici, ce n'est rien. C'est la campagne. Bon, que c'est la campagne. J'ai dit, mais il y avait tout. Dans les campagnes, il y avait tout. Jusqu'à ce que, ce qui m'a choqué, ma tutrice m'a dit de l'accompagner. On est parti dans une alimentation, elle s'est mise à payer des trucs là. Moi, je poussais. Moi, je pensais que parce que comme je devais repartir en Afrique, c'était mes cadeaux qu'elle était en train d'acheter. Et quand elle a rempli le panier, arrivée, elle paye avec sa carte magnétique. J'étais toujours content. Parce que pour moi, c'est mes colis. Arrivé à la maison, je la vois prendre un colis, elle déballe et elle donne nos chiens. Je viens de me rendre compte que nous venions de faire des achats pour un chien. Bah, c'était ma toute première, je respecte les chiens, je sais que les Européens sont sensibles aux chiens. Mais c'était ma toute première fois parce que moi-même là,
je n'avais jamais été faire achat dans une boutique un peu de luxe pour moi-même. Dans la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans la nuit, mais et pour elle, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais ça m'a tapé. Je me suis dit, c'est bon. Si je reviens en Afrique, j'ai fait 12 jours en France, je ne suis plus reparti en France. Mais quand je suis revenu en 2009, je me suis démarqué de tous les jeunes. Je me suis mis à bosser, devenir un rat de bibliothèque. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai un caniche, un chien qui a son vétérinaire. Parce que c'était une vengeance. Et les jours que j'ai payé mon chien à 400 €, je pensais au chien de 2000. J'ai payé mon chien en 2017. Alors que ça m'a tapé en 2009. Tout ça, c'était des rages. Donc le succès, comme l'a si bien dit Jim Rohn, it is a question of revenge. C'est une question de revanche ou de vengeance positive, bien sûr. Donc de cumulation en cumulation, et de positive, et en positivant, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc voici un peu les différents déclics. Il y en a assez. Il y en a la souffrance de ma mère, elle est toujours vivante, la souffrance de mon père. La liste des déclics est longue. Je vous ai donné les quelques grandes lignes. Sinon, j'en ai eu assez. Je dis souvent, très souvent, il suffit d'un déclic pour changer de vie. Un seul événement, qu'il soit positif ou négatif, peut déclencher en fait le changement dans la vie d'un homme. Oui, mais là, ce que je peux rebondir ici en parlant de toi, je ne sais pas si c'est une question que je vais te poser après, mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, qui a valu vraiment que je dise qu'il faut que je fasse feu de tout bois pour que tu sois à la GCAP, c'est la croissance, je dirais, exponentielle de tes pages. Et surtout, l'audace. Et surtout, le fait de commencer par la chose la plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans les réseaux sociaux, les gens, il y a des choses quand tu fais, en un an, tu ne peux pas manquer 100 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Et je n'ai pas envie de citer ces choses ici pour ne pas vexer certains influenceurs entre griffes. Mais j'ai envie de dire que ce sont des programmes qui n'élèvent pas la conscience des gens. Tu es le seul à gagner. Tous tes abonnés n'avancent pas. Ils ne seront rien d'ailleurs en te suivant. Mais toi, au moins, tu peux faire des publicités, tu as de l'argent en tant qu'influenceur parce que tu as 3 millions, 4 millions. Mais ce que tu fais là, toi-même, tu sais que ça ne dit pas. Maintenant, c'était devenu une tendance. Et chaque jeune qui veut venir dans les réseaux sociaux, crée une page, il fait du n'importe quoi. Maintenant, toi, je suis venu un peu en retard sur les réseaux sociaux. Je peux le dire ainsi. Et en moins de 2-3 ans, tu te retrouves avec 1 million d'abonnés sur Facebook, 1 million d'abonnés sur YouTube en abordant des thèmes de développement personnel, de motivation. Cela a permis à des milliers de jeunes de faire pause et dire « Ah, moi aussi je peux parler du développement personnel pour avoir même 1000 vues. » Parce que les gens pensent qu'en parlant de développement personnel, on va se retrouver avec 2 vues, 3 vues. Maintenant, je vais te poser une question, même si c'est toi qui me le posais. Comment tu as fait et comment tu as pu faire face vraiment à cette probabilité qui tendait vers nul? Elle est belle la question. C'est vrai que je ne prends pas le temps de réfléchir à ça. C'est-à-dire, ça me fait penser à une citation, je ne sais même plus c'est qui l'auteur. C'est qu'il a dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et du coup, j'étais un peu dans ce principe-là. Moi, je suis venu, j'ai pas écouté X, Y ou Z. Tu as parlé d'un truc hier, tu vois, quand tu as fait le cercle hier dans la conférence, le point en haut, là, voilà, lâcher tomber et tout ça. Et du coup, j'étais quelqu'un qui trahissait parce que je suis pas là pour écouter les principes de X, Y. Moi, je suis venu avec ma philosophie parce que je suis éveillé par rapport à tous les livres que j'avais lus. Et j'étais venu un peu en attaquant avec une sorte de force. Et dans ma tête, c'était pas impossible en fait. J'étais dans un monde de possibilités. Et parce que je sais pas que c'est impossible, je me suis dit, allez, il faut foncer, il faut aller attaquer tout ça. Donc sur chaque réseau que j'ai attaqué, je l'ai attaqué avec une sorte de rage et de détermination que les gens me disaient, comment il fait? C'est-à-dire je gérais TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en même temps et j'avais mes études, j'avais mes jobs étudiants. Wow. Ma vie commençait à 8 heures, donc on va dire 6 heures quand je me réveille et ça se terminait parfois à 3 heures du matin. Ouais, ma copine de l'époque m'a quitté pour ça parce que j'avais pas de vie. Mais en fait, on dit quand une tortue rentre à sa tête, pour la sortir, tu ne dois pas le battre et ainsi. Non, il faut juste mettre le feu derrière. Et quand il y a le feu derrière, il sort la tête. Et du coup, ma vie, c'était un petit peu ça. Suite à tout ce que j'avais vécu. Et surtout, il y a 2 façons de faire les choses. On fait les choses soit pour nous, soit on les fait pour les gens qui comptent pour nous. Et moi, ma personne, ça ne comptait même pas. Mais c'était ceux qui étaient derrière moi qui comptaient.
l'histoire de ma mère qui se faisait battre par mon père qui était devenu polygame, qui a abandonné ma mère pendant 5 ans, ma mère que j'ai jamais vu sourire parce que c'était assez compliqué, elle a vécu dans la galère déjà dans son enfance et après elle se marie et elle vit encore toute cette injustice. Quand moi je pensais à ça alors que mon père il était parti, je me dis est-ce qu'elle ne méritait pas de sourire? Donc quand tu penses à tout ça, tu n'as pas le droit en fait comme les autres jeunes. J'ai commencé ça, j'avais 19 ans. Mais je faisais des choses, les gens à chaque fois me disaient « Ouais, tu as 30 ans, tu as 32 ans ». Alors que j'avais 19 ans, mais la vie m'avait poussé à prendre une sorte de responsabilité et de maturité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est ce que je dirais. Ça, c'est la philosophie de la grenouille sourd-muet qui est tombée dans un puits. Quand toute la famille, même sa femme est venue, on lui parlait dans le puits de rester calme et faire ses funérailles parce qu'elle ne peut pas sortir. Mais à chaque fois la grenouille pousse, elle saute. Mais elle voyait le monde qui lui parlait. Bon, pour cette grenouille, c'était pour dire de sauter. Jusqu'à ce que le chef du village est venu dire à la grenouille que merci, tout, faut rester, on ne peut pas te sauver. Mais au petit matin, on trouve que la grenouille se retrouve dehors, à force de sauter. Les gens sont venus pour voir comment elle a fait. Elle dit non. Et la grenouille ne pouvait pas parler. Il se trouve que c'était une grenouille sourd-muet. Et elle n'entendait pas tous les découragements qui se retrouvent dehors. Donc, mais imaginez si cette grenouille allait écouter même sa femme qui est venue dire « Bon, mon amour, reste là, tu ne peux pas sortir. » Donc, vraiment, félicitations. C'est ça que je me suis dit, il faut que Karamo vienne à la GCAP pour montrer à tous les GCAP et à la jeunesse africaine qu'il y a 2 voies pour avoir 1 million d'abonnés. La voie royale, la voie de la sagesse, la voie du leadership. Aujourd'hui, Bob Marley a 67 millions d'abonnés sur sa page, même si les pages sont venues après lui. Aujourd'hui, Anthony Robin a plus de 6 millions d'abonnés sur Facebook. Donc, si Anthony Robin peut avoir 6 millions, alors qu'il y a des gens qui abrutissent la jeunesse, mais ils sont à 800 000, 400 000 abonnés, je veux que les jeunes s'inspirent de ta page, de ma page, pour savoir que nous, jeunes, on peut aborder des sujets scientifiques pour avoir 10 millions d'abonnés. Donc, vraiment, c'est pourquoi je me suis dit, on fait de tout bois pour que tu sois là. Et je vais te dire merci parce qu'il a accepté de venir à la GCAP sans me parler d'un franc CFA, 1 euro. Il a dit, coach, je viens. Et là, je profite vraiment sur cette chaîne, demander à tous ceux qui nous suivent de mettre des commentaires positifs et pour lui. Parce que rares de personnes vont accepter, ils vont me dire, ah, ils vont exiger beaucoup de choses, mais Karamo m'a exigé. Il m'a rien exigé. Donc, je profite dans cette interview, te dis vraiment merci pour ça. Merci beaucoup à toi aussi pour la confiance. On aura beaucoup d'autres sujets à débattre. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage. C'est tellement enrichissant. En fait, je l'avais dit à la base qu'on va faire une vidéo de 20 minutes, mais là, on va aller jusqu'à 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je trouve ça très intéressant. Mais quand tu me parles de tout ce parcours-là, aujourd'hui, tu fais des grandes conférences et tu fais la GCAP. Comment est venue l'idée de GCAP et c'est quoi le message derrière? C'est quoi la raison, le pourquoi derrière? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que on a vu les UPW de Tony Robbins qui rassemblent encore d'année en année avec des 17 000 personnes. Et on a les réveiller votre puissance intérieure, de tout ça. On a la tournée 110 de Roger Lano, comment il s'appelle? Franck Nicolas. On a le déclic de Karamo qui va arriver. Et il y a la GCAP. Et je sais que derrière ça, il y a un message, il y a une philosophie. C'est quoi le message fort de la GCAP selon toi? Parce que là, on est à la 8e édition quand même. Le premier message fort est que en lisant, j'ai vu une citation qui dit « Le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes. Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. » Ça m'a choqué. Et je me suis dit que tout ce qui pourrait se passer en Afrique dans les années à venir, qui n'est pas positif, c'est ma faute. Parce que l'univers ou la nature a horreur du vide. Si vous avez des bons messages à passer, vous ne le faites pas. Ceux qui ont des mauvais messages, je dirais, j'ai envie de dire même abrutissants, vont le faire. Donc je me suis dit, ce que j'ai appris, ça vaut la peine de partager et d'occuper de l'espace. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, j'ai vu que 99% de ce que nous abordons en Afrique, l'aspect prospérité, abondance semble être un sujet que nous abordons avec lenteur et je dirais méfiance. Alors que nous savons tous que l'indépendance financière est, je dirais pour moi, est un élément capital dans tout ce que nous pouvons parler. On a beau parler, à un certain moment, affaire d'argent, ça te rattrape. Bien sûr. C'est pourquoi moi je me suis dit, il faut que nous ayons des sessions où nous allons parler de l'abondance et de la prospérité.
Et un des grands sages également a dit que la personne qui va t'aider dans la vie et que tu vas jamais oublier, c'est celui qui va t'aider à être financièrement indépendant. Si quelqu'un t'aide à ce que tu deviennes financièrement indépendant, que tu le veuilles ou pas, tu vas jamais l'oublier dans ta vie. Parce qu'il t'aurait vraiment aidé à être à l'abri de certaines choses. Moi, j'ai vu des révolutionnaires qui ont vendu leur révolution par manque d'argent. J'ai vu des gens vraiment au début avec une dignité vraiment qu'on ne peut pas sonder, qui à un certain moment étaient obligés de se ranger ou de fermer la bouche parce qu'ils avaient tout simplement faim. Et j'ai vu des jeunes basculer vraiment dans des activités, je dirais même terroristes, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Aujourd'hui, vous voyez l'insécurité en Afrique de l'Ouest. On ne va jamais prendre l'enfant d'un milliardaire pour qu'il prenne des armes contre son peuple. On ne va jamais partir à Harvard, monter les jeunes pour qu'ils deviennent des rebelles. Allez-y analyser 90% des rebelles. Ce ne sont pas des enfants des riches, ce ne sont pas des gens qui ont des entreprises, ce ne sont pas des gens qui ont compté 10 millions avant 20 ans. Donc moi, je me suis dit, j'aimerais que la jeunesse devienne millionnaire avant 30 ans. Lorsqu'un jeune devient millionnaire avant 30 ans, sincèrement dit, ce n'est pas l'argent là, mais il va protéger beaucoup de choses. On va pas le voir dans ce qui n'est pas positif. Donc j'ai compris et j'étais vraiment témoin oculaire des gens qui étaient honnêtes. Mais à un certain moment, ils ont volé. Ils ont mangé de la corruption parce que madame avait faim. Moi, je me suis dit, je dois créer un événement qui va permettre aux gens d'être millionnaires. Donc c'est ça qui a fait que la GCAP, on l'a mis en place et ça marche. Et je suis parti aussi sur une analyse que j'ai vue des PDG de Google et Tim Cook, et qui échangeait également avec Sergey Brin sur comment les ingénieurs de Google travaillent. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont pris un singe et ils ont posé la question aux ingénieurs de Google. Entre faire mémoriser les tests de Shakespeare à ces singes et construire un piédestal sur lequel ce singe doit monter pour réciter les tests, vous commencez par quelle tâche? Donc, plusieurs ingénieurs ont dit on construit le piédestal. Et les ingénieurs les plus aguerris ont dit on commence par faire mémoriser les textes de Shakespeare aux singes. Et quand ils ont essayé, bon, ce sont des métaphores bien sûr, ils ont vu que faire mémoriser un texte de Shakespeare à un singe, ça peut vous coûter 5 ans. Mais construire un piédestal sur lequel le singe va se poser, ça peut vous coûter 1 semaine seulement. Okay. Et j'ai remarqué qu'en Afrique et un peu partout dans le monde, les gens commencent leur vie par la construction d'un piédestal. Je veux avoir ma voiture, je veux avoir ma maison. Ça, c'est des choses les plus faciles. Mais je veux être une personne inspirante. Je veux faire de sorte que ma photo donne de l'espoir à des gens. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et les gens ont abandonné ça. Et moi, je me suis dit, je vais commencer par ce qui est difficile. C'est-à-dire lire un livre par semaine, c'est-à-dire voyager pour apprendre. Ça, c'est des choses difficiles. Enlever de l'argent, payer pour des formations. Et je ne peux pas me vanter d'être le premier, mais depuis 1960, pour ne même pas dire 1914 ou 19, fondation de la Haute-Volta et après devenir Burkina Faso, je suis le pionnier, le seul Burkinabé. Et je pense que je ne serai pas le seul, parce que c'est souvent idiot de dire je suis le seul, je suis le seul. C'est vraiment idiot. Mais je sais que d'ici 10 ans ou 1 an même, les GCAPiens vont le faire. Mais je suis le seul à faire qu'un Burkinabé enlève 1 million pour payer une formation de 2 jours. Et les Africains également ont commencé à venir de partout. Ils payent 1 million, parce que vous avez vu la GCAP, c'était en euros, c'était 1200 euros. 1200 euros qui réunit plus de 500 personnes, faites vos calculs. Et ça, c'est des gens qui ont vendu des motos, ils ont vendu des bœufs. Ça, nous venons de faire mémoriser les tests de Shakespeare aux singes. Et maintenant, la construction des piédestals sera un jeu d'enfant. Donc, voici vraiment que je profite ici de dire aux gens de commencer toujours par ce qui est très difficile. Et Maxwell l'a dit, entre s'amuser et travailler, je travaille d'abord avant de m'amuser. J'ai essayé le contraire et je ne vais jamais répéter ça. C'est très beau ce que tu dis, c'est très très beau. Et ça inspire même une phrase qui dit, lorsque tu fais des choix faciles aujourd'hui,
tu auras une vie beaucoup plus difficile demain. Et lorsque tu fais des choix difficiles aujourd'hui, ta vie sera beaucoup plus facile demain. Donc très très inspirant tous ces partages, cette métaphore sur le singe, j'aime beaucoup. Il est très. En fait, on ne parle pas de sagesse là, il est très loin le coach et ça fait plaisir. Alors mon autre question, c'est que je sais qu'aujourd'hui tu as fait un grand parcours. Et pour les jeunes qui nous regardent, qui n'ont pas eu la chance de venir à la GCAP, si tu devais partager 3 clés qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui, 3 choses que selon toi, qui sont primordiales d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui. Parce que quand je dis au niveau où tu es aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais tu arrives quand même à faire des GCAP qui sont vendus, les billets sont vendus autour en moyenne à 1 000 €. Même Tony Robbins n'ose pas le faire parfois, donc c'est quand même impressionnant. Et on a plus de 500 personnes qui viennent. La salle, elle est blindée. Quelqu'un qui arrive à faire ça, il n'est plus à un petit niveau. Mais sachant que cette personne, à l'époque, tu me racontais une petite histoire que tu venais même dans cet hôtel parfois pour manger les restes. Et tout ça, c'est quand même super inspirant. Et passer de là à là, quelles sont peut-être, je sais que 3 clés ne peuvent pas résumer ça, mais quelles sont selon toi les 3 choses que tu pourrais partager à n'importe qui peut arriver au sommeil? D'abord, comme on le disait, la première chose, comme l'a si bien dit Sun Tzu dans Art of War, all that is difficult today was one day easy. Tout ce qui est difficile aujourd'hui était un jour facile. So do today what is easy and what is difficult for tomorrow to be easy. Donc il faut faire aujourd'hui ce qui est difficile, faites-le aujourd'hui. Parce que vous allez voir qu'en coaching, il y a des gens, ils laissent les Africains, ils vont coacher la diaspora. La diaspora a déjà réussi. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, il faut miser également, il faut transformer l'eau en vin. D'abord, il faut commencer là où tu es, avec ce que tu as. Premier principe, commence là où tu es, avec ce que tu as. Deuxièmement, avoir une date butoir de ton succès et être patient. Parce que vous savez, avec moi, quand on donne la construction d'un aéroport à une entreprise, l'aéroport sait que délai d'exécution, 5 ans. Moi, je me suis fixé 10 ans pour réussir. En 2010, je me suis donné rendez-vous en 2020. 10 ans. Et que peu importe le type de galère que je vais faire, je m'en fous parce que mon chantier n'est pas achevé. On te donne la construction d'un aéroport, délai d'exécution 5 ans, parce que vous avez déjà construit les pistes d'atterrissage, vous fêtez. Beaucoup de jeunes ne sont pas patients et ils veulent réussir du jour au lendemain. Voici l'erreur. Il faut te fixer des dates. Que si ces dates n'arrivent pas, même si tes camarades, tes amis payent des Lamborghini, tu n'es pas jaloux. Parce que pour toi, arrive. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont construit des maisons avant moi, qui ont payé des voitures avant moi. Même mes étudiants ont payé des voitures avant que moi je paye ma voiture. Mais j'étais heureux parce que moi j'avais une date à laquelle je veux une voiture Range Rover V8. Et tant que cette date ne sera pas vraiment arrivée, je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui paye sa voiture. Et le jour que moi j'ai acquis ma Range, j'ai vu mes étudiants étaient très contents avec leur voiture. Donc, deuxièmement, avoir une date raisonnable, je dirais même un peu lointaine, de ton succès et ne même pas être jaloux de ceux qui vont réussir avant que cette date arrive. Mais sois vraiment smart, sois spécifique, mesurable, réalisable et in the time. Deuxièmement, j'ai parlé d'avoir une date de la persévérance et surtout la ténacité. Beaucoup de gens ne sont pas ténaces. Et Donald Trump a dit « Have a tenacity of weed ». Do you know the weed? Le weed, c'est quoi? C'est les herbes. Quand vous plantez vos maïs là, tu tues les herbes, deuxième jour, tu as encore des herbes. Jusqu'à la récolte, il y a toujours des herbes qui sont calées. Ils te disent « Mon ami, tu es venu sur notre terrain. On est là ». Donc la ténacité, c'est ta capacité vraiment à encore persévérer. Mais la ténacité, bon, c'est la persévérance, mais à un certain niveau. Il faut être têtu. Un têtu positif, bien sûr. Ce n'est pas un têtu imperméable au changement. Il faut être un têtu en ce sens que tu n'abandonneras jamais. En fait, ne pas abandonner, c'est s'assurer également que sur le boulevard du succès. Ouais, parce que souvent, j'ai dit aux gens, il faut abandonner. Parce que ce que tu fais là, si tu n'abandonnes pas ça, tu ne vas pas réussir. Il ne s'agit pas de pousser à mur. La ténacité aide. Moi, j'ai été ténace. Jusqu'à ce que je me suis dit, j'ai d'abord ciblé des médias. Je ne sais pas si je vais faire publicité des médias. J'ai imaginé France 24, CNN, BBC. Et je me suis dit qu'un jour, même s'il y a un article qui me vilipende sur France 24, CNN,
ils ne pourront même pas me déranger. Même si CNN parle mal de moi, je vais devenir la personne que je veux être. Mais il y a des gens, ils vont dire la vérité, ils auront 10 commentaires négatifs et puis ils disent que c'est bon, que le monde est méchant, que lui laisse tomber. Ouais. Moi, j'ai imaginé que 20 millions de personnes peuvent m'attaquer en une journée et que demain, 50 millions de personnes vont m'accepter. Maintenant, lorsque tu n'as pas encore imaginé 20 millions d'ennemis derrière toi, mais tu ne peux pas entreprendre. Tu es un enfant. Dans un pays de 300 millions d'habitants comme l'Amérique, il y a des politiciens qui sont détestés par 100 millions de personnes. 100 millions d'intellectuels, 100 millions de riches ne t'aiment pas. Mais le gars, il gagne les élections avec 200 millions de personnes qui l'aiment. Mais il y a des gens, quand ils sont aimés par 1 million de personnes et détestés par 2000 personnes, ben, le gars, il abandonne. Il dort plus que ouais, on est sur moi. Donc ça, c'est être ténace et focus. Voici les 3 éléments que je puisse dire ici. Ça va vraiment les aider. C'est très intéressant, surtout le point de la ténacité et de l'adversité aussi. On dit que si ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien de grand. Si les gens t'apprécient, tout le monde est là, c'est que ça va, tu fais rien de grand encore. Parce que souvent, généralement, on le dit, beaucoup de gens te souhaitent le succès, mais jamais autant qu'eux. Mais quand tu commences à déranger, que tu commences à avoir des adversaires, là, tu peux te dire que tu commences à faire quelque chose de grand. Donc, en fait, le but, c'est pas de fuir l'adversité. Plus j'ai des adversaires, ça veut dire plus je commence à atteindre un certain niveau. Si ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien de grand. Et là, j'ajoute John Mason qui dit « God plus you equal majority ». La majorité se calcule comme suit. Dieu plus toi. Bon, quand on dit Dieu, bon, ceux qui sont des athées qui nous suivent, pensez à la vérité. Pensez à la vérité. Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu plus toi égale la majorité. La majorité, c'est Dieu, l'univers, la vérité plus toi. Donc, une fois que tu as la vérité ou Dieu avec toi, mais vous faites la majorité. Parce que vous allez voir que les gens abandonnent parce que, bon, en démocratie, s'il y a 100 personnes qui sont d'accord et qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas d'accord, les 100 personnes l'emportent. Alors que Lénine a dit qu'un congrès de malades ne remplace pas un médecin. J'ai beaucoup aimé. Oui, qu'un congrès de malades ne remplace pas un médecin. Donc, il arrive des moments où 2 personnes peuvent avoir raison sur 10 000 personnes. Donc, il faut t'assurer que tu es sur la vérité et que vraiment tu es sur des sujets universels. Ainsi donc, tu pourras être ténace, tu pourras persévérer, tu pourras faire face à l'adversité. Mais si ce que tu fais c'est faux, ben accepte l'adversité et change. Bien sûr, bien sûr. Très pertinent. Donc, si vous devez retenir les trois clés, vraiment, je pense que vous arrêtez cette vidéo même ici. Moi, je vous force pas à regarder une vidéo. Hein. Vous arrêtez même ici avec ces 3 clés. Vous pouvez aller très, très, très loin. Revenez en arrière, revoyez ça. Mais c'est super, super, super pertinent. Surtout le point également où il parle d'avoir une date butoir de son succès. Hier, tu as montré, en pleine conférence, il a montré un cahier. Je le fais également. J'ai un petit bloc-notes, en fait. C'est pourquoi ça m'a tellement parlé. En 2016-17, j'avais écrit, en fait, des choses que je voulais dans ma vie. Wow. Aujourd'hui, j'ouvre le truc, je pleure. Parce qu'en fait, j'étais même pas conscient, mais je les écrivais parce que j'avais l'envie. Et donc, sortir un bloc-notes en pleine conférence, de là où il écrivait qu'il allait devenir conférencier ou même coach des présidents ou rassembler des gens pour un événement, c'est incroyable. Et voir qu'on est en train de vivre cela, ayez une date butoir. La stratégie SMART, souvent au début d'année, c'est ce que je faisais. J'organise toujours une conférence en début d'année pour planifier en fait son année. Et dans cet exercice-là, en fait, on fait également ce qu'on appelle la stratégie SMART. C'est-à-dire ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable dans le temps. Mais si tu me dis, par exemple, je veux réussir ma vie et que tu ne mets pas de date, bah peut-être que c'est à ta mort, tu vas réussir ta vie. Tu vois un peu? C'est-à-dire que… un enterrement réussi. Exactement. Bah, le truc, c'est quoi? C'est que quand on est étudiant, on est tous passés par les études. Quand le prof donne un devoir, il dit… Ça, c'est un devoir à rendre. Tu ne vas pas commencer à traiter ce devoir, sauf quand il dira, demain, il faut me rendre le devoir. Si par contre, il te dit, il y a un devoir à rendre, il faut me le rendre samedi, les gens vont commencer à le faire vendredi parce qu'il y a une date butoir. Donc, si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas réussir, tu sais pas. Alors, j'en suis sûr et certain que tu vas pas réussir. Surtout, j'aime beaucoup cette phrase de toi qui dit que, bon, c'est Warren Buffett, je crois qu'il a dit, quand tu es dans un jeu
et que tu ne sais pas est-ce que tu es en train de gagner ou échouer, c'est que forcément, très probablement, on est en train de gagner. Il a dit, don't be a pagie. C'est pagie, c'est comme un pigeon. Ouais. If you are playing a card and 20 minutes after you don't know if you are losing or winning, you are losing. Elle est belle celle-là. Elle est belle, j'adore. Je kiffe. Alors, ma prochaine question, elle est un petit peu plus personnelle, mais en même temps professionnelle. C'est que je sais que tu dois beaucoup ta réussite à ton travail d'équipe avec ta femme. Qu'est-ce que tu penses du pouvoir ou de l'importance d'un ou d'une partenaire dans notre vie ou même dans le processus d'atteindre notre objectif? Qu'est-ce que tu penses de cela? Ok, merci. Là, comme ma femme le disait hier dans la conférence, elle a dit quelque chose que je répète. Tu peux ne pas te marier et réussir. Mais te marier vraiment avec une personne que tu n'aimes pas ou du moins qui n'est pas prêt à t'accompagner parce que bon, on sait que le pape a réussi. Le pape a réussi. Mais est-ce qu'il est marié? Non. Donc, on connaît des gens qui dirigent des conglomérats, mais ils ne sont pas mariés. Mais pour tous ceux qui aimeraient vraiment se marier, avoir des enfants, c'est important de travailler le mariage. Parce que j'ai posé des questions à des gens un jour qui a déjà lu 5 livres sur le mariage. 0 personne. 10 livres. Ils m'ont dit, mais 5 c'est 0, tu montes à 10, pourquoi? Qui a déjà suivi une conférence sur le mariage? Personne. Nous, on a bossé pour des devoirs. On a fait 2 capis pour calculer des trigonométries. Mais on n'a jamais fait 1 heure de calcul pour vivre une vie conjugale heureuse. Alors que c'est là, comment il s'appelle encore, c'est Joël Barker, il a dit, mais vaut mieux te soucier de ton avenir, parce que c'est là-bas que tu vas passer le reste de ta vie. Donc moi, je paraphrase en disant, vaut mieux te soucier de ta vie conjugale, puisque c'est là-bas également que tu passes le reste de ta vie. Tu dors avec une personne, souvent même nue, vous partagez des salons ensemble, et c'est avec cette personne que tu t'entends pas, vous ne partagez pas les mêmes énergies, les mêmes vibrations, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Donc moi, j'ai compris ça tôt. Quand j'ai rencontré ma femme, première des choses, on s'est assis. J'ai dit, tu sais que tu viens d'une famille pauvre? Elle dit oui. Tu sais que moi aussi, je viens d'une famille pauvre? Elle dit oui. Tu sais qu'on doit fonder une famille riche? Elle dit oui. Ben voici, tu sais ce qu'on doit faire? Elle dit non. On doit changer de mentalité à 180 degrés. C'est 180. C'est vraiment le tour. Le tour, tu vois, non, parce que si on fait 360, on va revenir au point de 180. Et quand elle a compris ça, j'ai dit à madame, voici la liste des livres que moi j'ai lus avant de te rencontrer. J'étais déjà à près de 150 livres. Tu finis ça et on va aux fiançailles. Donc ma femme lisait matin, midi, soir. Elle vient me faire des exposés. Alors que plusieurs filles ont refusé ça. Et c'est elle qui a accepté ce challenge. Donc par la suite, aujourd'hui, je pense que ma femme fait partie de mes meilleurs conseillers. Et donc, c'est ça. Et Napoléon, il a parlé de transmutation d'énergie sexuelle ou quoi. Et oui, mais on ne peut pas transmuter quelque chose qui n'est pas sur la même fréquence vibratoire que nous. Voyez-vous, mais les gens vont apprendre ce chapitre. Ils vont aller vouloir dire qu'ils pratiquent la magie sexuelle avec un partenaire qui ne comprend pas ce que tu fais. C'est pas sérieux. Si c'est ta femme qui est caméraman pendant que tu es coach au Caramo, c'est elle qui te filme. Vous voyez déjà que ça va. Même si elle n'est pas coach, c'est elle qui fait le montage. Donc, avant nos ancêtres, quand ils étaient au village, il n'y avait pas un champ où les femmes ne cultivaient pas. Il n'y avait pas des périodes où quand il pleut, madame va au marché et puis monsieur va cultiver. C'est aujourd'hui avec la modernité mal compris que madame va au nord pour travailler et monsieur va au sud pour travailler et pire encore, des boulots différents. Et les deux messieurs veulent se comprendre à la maison le soir. Elle est en train de parler de son patient qui est décédé dans sa main. Et toi, tu es en train de parler d'un sujet opposé. Ouais, 100% opposé. Comment tu pourras consoler ta femme? Comment ta femme pourra te consoler? On dit couple quand même. Quand on parle de couple de verre, quand on paye les verres, on dit c'est couple. Ça se ressemble, non? Bien sûr. Mais voici des couples de produits qui se ressemblent et des couples humains ne se ressemblent pas. Donc moi, j'ai compris ça, je dirais, tôt. Même si je continue de prendre des cours pour mieux gérer ma vie conjugale. Et c'est ça vraiment qui fait que madame et moi, on est sur la même fréquence vibratoire. Souvent, je fixe des objectifs, elle vient, elle bat, que c'est petit. Souvent, moi aussi, elle fixe des objectifs. Je dis, toi là, il faut arrêter de rêver comme ça. Et on joke, quoi. Tu vois, ça va vraiment aider. Et c'est ce qui a fait vraiment qu'on se propulse, en fait. Ok, très très intéressant. En tout cas, si aujourd'hui tu es dans une activité, tu es dans le développement personnel et que tu cherches une partenaire alors que de toute sa vie, elle n'a pas lu un seul livre,
pense à l'histoire du coach. Parce que ça, c'est très intéressant. Toi, tu as l'esprit plein, tu as travaillé sur toi, tu es vraiment en train d'être la meilleure version de toi. Et tu rencontres quelqu'un qui est encore dans les boîtes de nuit, dans les soirées, et tu te concentres uniquement sur son physique. Plus tard, ça va te rattraper. C'est super intéressant. Et certaines filles que j'ai chassées rapidement ont osé me dire en haute voix, mais j'aime pas la lecture. J'ai dit, oh, tu es viré. Comme Donald Trump qui dit, you are fired. Ah, directement. C'est vraiment, en fait, c'est un bureau et tu viens postuler pour l'emploi. Il y a des primordiales. Tu les remplis pas, tu sors. Je trouve ça très pertinent parce que j'ai mon ami qui disait l'anecdote de son père, Mr. Dreamax, qui disait que son père disait que avoir, en fait, ton partenaire de vie, c'est comme, en fait, une multiplication ou une division. Avec le bon partenaire, vous pouvez faire x2 sur tout ce que vous avez. Wow. Avec le mauvais partenaire, vous pouvez diviser tout ce que vous avez par 2. Et je trouve ça tellement pertinent. Donc, le choix de ton partenaire de vie, pour moi, c'est le choix le plus important que tu peux faire. Parce qu'avec ça, vous pouvez vraiment évoluer. Regarde ton cas. Tu lances des business, ta femme lance des business, tu achètes ta voiture, ta femme achète sa voiture, vous vous complétez, tu fais des conférences, elle vient compléter ce que tu as dit. Alors que d'autres, limite, j'ai connu des relations comme ça, où ta partenaire te tire vers le bas parce qu'elle est contre ce que tu fais, elle est jalouse, elle t'accompagne pas, tu es un couple mais tu te sens seul. Et on dit le drame de la vie, ce n'est pas de finir seul, mais c'est de finir accompagné de quelqu'un qui te fait sentir comme si tu étais seul. Très pertinent, je voulais vraiment… Pour la vie de couple, j'ajoute une chose parce que moi j'ai essayé d'imaginer mes funérailles. Oui. Bon, quand je serai vieux bien sûr. Okay. Et j'aimerais quand même mourir avant ma femme. Okay. Et qui souhaite que sa femme le devance? Pas, bon, sauf dans un amour bon, du type de quelqu'un que je ne vais pas citer. Mais quand je me suis imaginé que je suis vieux, ma femme est vieille, moi je meurs, les gens vont venir saluer qui? La veuve. Mais imaginez une naissance si vous ne vous êtes même pas entendu. Toi tu meurs, elle pleure, même si vous ne vous entendez pas. Et puis les gens viennent donner des enveloppes à une personne que tu n'as même pas aimée. Elle prend, elle l'empoche. On dit ah, condoléances. Quand tu es couché là, même si on te dit repose en paix, est-ce que tu vas reposer en paix? Donc moi je me dis, mais attends, vous voulez finir, toi c'est elle qui sera là le jour de tes funérailles. Donc il n'y a pas de question que vous ne vous attendez pas. Donc pour moi, bon c'est vrai, je vois beaucoup de conseillers en vie de couple et tout, mais c'est bien, mais il faut que les gens sachent que la vie de couple c'est une question de vie ou de mort. Hein? Bien sûr. Mais il y a un philosophe qui dit que bon, qu'il y a une guerre à domicile, lui il ne comprend pas pourquoi les gens font des guerres à l'extérieur. Parce que qu'avec ta femme, c'est une guerre infinie. Jusqu'à la mort, moi, je n'ai pas cru quand je n'étais pas marié. Mais aujourd'hui, je suis dans un foyer, je comprends. Bon, quand il dit guerre, c'est des séries d'incompréhensions et corrections, on ne s'est pas compris. C'est une guerre, je dirais, continue, mais dans laquelle c'est nécessaire. Donc pour moi, ça mérite préparation. Mais il ne faut pas trop préparer aussi. Parce que comprendre la piscine avant de rentrer dans l'eau, ça veut dire que tu ne vas jamais nager. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de prendre 10 ans pour étudier la vie conjugale. Ouais, mais avoir quand même les avoir les prérequis pour… C'est très pertinent cette interview. Et on est bientôt vers la fin là, mais je vais te poser peut-être 2 petites questions pour terminer. C'est quoi la vision future de tout ce que tu es en train de mettre en place pour l'Afrique et pour la jeunesse africaine? Quelle est ta vision? Quelle est ta philosophie? Pourquoi on n'a pas la GCAP en France par exemple et pourquoi ici en Afrique? Je pense que tu as une philosophie. Moi, j'ai commencé en Afrique parce que tu sais, au début quand j'ai commencé, il y a des grands frères, des tontons, des trucs qui ont dit que ce que j'ai fait c'est pas bon et que j'abrutis les jeunes, que les jeunes même risquent de laisser l'école. Tu sais ce que j'ai fait? Je m'avais choisi son cousin, le cousin du gars qui s'est dit qu'il est haut placé. Je m'avais choisi son cousin qui est au village, je le prends 1 an chez moi et le gars il commence à rouler sa voiture, il réussit. Et toi quand tu regardes ça, tu dis si moi je ne change pas, c'est vrai. Donc moi j'ai pris des gens qu'on n'imaginait même pas qu'ils vont avoir 1000 francs. Et aujourd'hui ils sont des jeunes millionnaires. Est-ce que tu vois? Donc si tu es, je dirais, imperméable au changement, si tu es méchant, moi je te montre que je suis plus méchant que toi. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher ton petit frère lointain. Et je le transforme avec la pensée magique. Toi, tu ne pourras pas dormir, tu vas changer. Donc, pourquoi je reste en Afrique? C'est pour dire à tous ceux qui ont quitté l'Afrique comme quoi c'est un continent tatati tatati. Il est bien d'aller chercher la connaissance, mais un voyageur qui n'est jamais reparti à la maison n'a pas encore voyagé. Il a fui. Il a fui. C'est pas un voyageur. Tant que tu n'as pas encore de retour, tu as fui. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui sont aux États-Unis un peu partout,
que si nous transformons cette jeunesse qui deviennent des entrepreneurs, qui vont prendre des vacances en Europe, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai commencé en Afrique. Cela ne veut pas dire que je ne viendrai pas en France et tout. Et pour votre rappel, j'ai l'ambassade en Amérique, le 12 août 2013, on m'a refusé un visa à l'ambassade. Je devais aller étudier aux États-Unis et tout. Bon, c'était pas manque de moyens. Mais quand j'ai quitté la cour de l'ambassade, j'ai décidé que des Américains viendront étudier maintenant au Burkina. J'ai mis ça en place, ça a marché parce que des gens m'appellent des États-Unis, ils suivent mes cours en ligne, d'autres prennent l'avion, ils viennent suivre des cours de développement personnel. Beau dire que j'ai commencé comme ça, parce que l'homme, quand tu es en haut et que tu vois que les petits se transforment, ceux qui sont en haut vont avancer. Parce que moi, je veux que ceux qui sont en haut là, ils avancent encore plus. Mais apparemment, ils se reposent sur les lauriers. Je me suis dit, ok, tu es aux États-Unis, ça fait 10 ans, non? Je vais transformer ton petit frère qui est resté ici là. Toi-même, tu vas commencer à lire des livres aux États-Unis. Voici la stratégie. Et ça a permis vraiment à des gens qui se reposaient sur les lauriers de commencer à se battre. Donc ça, c'est une stratégie qui marche vraiment. Donc pour dire à la diaspora que je vous aime, parce qu'aller en aventure aussi, c'est pas permis à n'importe qui. C'est affronter l'inconnu. Bien sûr. Et ceux qui affrontent cet inconnu, pour moi, le message que je vais profiter de les passer, c'est bien de risquer. Mais c'est mieux vraiment de se cultiver. Par exemple, Karamo va faire des conférences. Je contacte beaucoup d'Africains qui me contactent. Quand tu m'appelles des États-Unis, de partout en France, je te pose une question. Tu as déjà visité quelle bibliothèque dans ton pays? Ils me disent que non. J'ai dit, ah bon? Donc, pour dire à tous ceux qui me suivent, vont suivre ça et qui sont en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, si vous pouvez commencer à prendre des cours de développement personnel, ça va être bien. Et ce sera encore très intéressant avec votre confrère. Donc, parce que là, vous entendez. Voilà, vous, parce que bon, moi je suivais les Gimron et tout, il y a certaines réalités que l'on ne vit pas. Que l'on ne vit pas. Sûr, voilà, donc je prends ce que je peux prendre, mais si je déménage aux États-Unis, je pourrais appliquer certaines dires. Donc vraiment, suivez le développement personnel, ça va vous aider. Très, très intéressant. Et ma dernière question, elle fait allusion un peu au succès et au regard des autres. C'est-à-dire, hier, tu as parlé d'un truc qui est très intéressant et que j'aimerais que tu partages probablement à des gens ici. C'est-à-dire que lorsque ton frère s'est perdu pendant 3 ans, une histoire qui est très touchante pour toi, et que voilà, les gens, parce que tu commençais à réussir, ils ont commencé à associer ta réussite à quelque chose de mauvais que tu avais fait. Donc, on disait que ouais, il a réussi parce qu'il a revendu son frère, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Et quelle est ta philosophie aujourd'hui par rapport au regard des autres, étant donné que tu as cette expérience-là? Bon, moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Et j'adore vraiment prier, méditer. Et j'aime dire aux gens que si tu n'arrives pas à convaincre Dieu, n'essaye pas de convaincre les gens. Mais lorsque tu as un produit à vendre, va vendre à Dieu d'abord. Et si Dieu achète ton produit, les hommes vont acheter. Mais dis-moi, combien d'entreprises tu connais qui n'osent pas vendre leurs produits à Dieu? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que s'ils s'approchent, ils vont le gifler. Donc, peu importe l'accusation qu'on va te porter, va voir Dieu d'abord. Si Dieu dit, oh mon petit, toi-même tu sais que tu n'as rien fait, c'est toi. À ce moment, tu peux faire fi des regards des autres. Parce que les regards des gens aussi, c'est important. On ne peut pas dire aux gens de ne pas faire attention aux regards des gens. Tu ne peux pas quand même faire des mauvaises choses et puis dire, il ne faut pas que les gens... Non, mais lorsque tu sais que ce que tu fais, c'est pour une cause noble et que tu es dans la vérité, c'est à ce moment que tu peux multiplier le regard des gens par 0. Moi, effectivement, quand mon frère a disparu par folie pendant 3 ans, ça coïncidait au fait que je viens de payer Range Rover. Ben, les gens ont commencé à dire que ouais, c'est normal, il était collé à lui, il a disparu, qu'est-ce qu'il a vendu, son succès, c'est pas pour rien. Alors qu'ils me voyaient faire la vente ambulante, ils ont tout vu mon parcours. Malgré ça, ils ont refusé de croire que je suis passé de piéton à cycliste, de cycliste à passager avec une moto, de moto à V8. Ils ont balayé tout ça. Ils ont commencé à dire aux gens que son frère a disparu, que ça fait 3 ans. Donc son succès se repose sur le fait qu'il a vendu son frère. Mais moi, à chaque fois avant de dormir, je disais à Dieu, tu connais tout. Si tu peux tout faire pour que je revoie mon frère, même mort je veux le voir, ça va me faire du bien. Et c'est tout. À force de faire ça, plus les prières de ma maman, tout le monde, un jour on m'appelle, on me dit, on m'a vu mon frère au Togo, en vadrouille. J'ai dit, c'est pas vrai ça. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, on est parti le trouver dans un état pas ça. On l'a ramené aujourd'hui, il était à la conférence. On a pu le réhabiliter.
Mais pendant ces 3 ans, tantôt je souffrais, mais c'est Dieu qui m'aidait à mettre le regard des gens. Parce que je savais que le succès par la pensée magique ne parle pas de médicaments et de ce que les Africains appellent WAG. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut faire vraiment des petits trucs comme ça, égorger des pour avoir de l'argent. Mais c'est idiot. Puisque si l'argent, c'est pas la photo du Walkman qui est là-bas. S'il est riche, qui disent à la banque de mettre sa photo là-bas, ou bien, nous on voit les photos de Benjamin Franklin sur le dollar, on sait ce qu'il a fait. Mais il y a quelqu'un qui est dans une brousse qui tue des poulets, qui dit qu'il peut te faire riche. Demande-lui pourquoi ta photo se trouve pas sur les billets des banques. Non, c'est pas tout. Demande-lui pourquoi lui-même il manque d'argent. Oui, mais donc tout ça, ce sont des, excusez-moi de vous le dire ici, ce sont des conneries. Donc c'est pourquoi moi je veux ici que, à travers vraiment cette histoire qui m'a beaucoup touché, dire aux gens que pour faire fi, pour mettre les regards des gens de côté, il faut s'assurer que tu es dans la vérité. Ainsi donc, même si c'est 100 000 personnes, un jour ils vont dire ils se sont trompés. Aujourd'hui, plusieurs personnes viennent se confesser chez moi, c'est pas ce que je pensais de toi, pardonne-moi. Et je les pardonne. Parce que je savais qu'ils ne comprenaient pas. Donc il y a ça. Je pense qu'on n'aurait jamais fini si on continue jusqu'au bout parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais te demander. Mais en tout cas, on est à la deuxième journée de GCAP. La deuxième journée se tiendra aujourd'hui à partir de 15h. Ça m'a fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Je suis très ravi d'être ici, bien accueilli. Je vais te rapporter que les gens qui nous suivent encore rechargent les mégas. Mais pour ce qui concerne le regard des autres, moi aussi, j'aimerais vraiment te le renvoyer aussi parce que tu dois avoir un autre secret. Parce que on respecte la France, mais il y a des réalités souvent, je dirais, adéniques. C'est comme si c'est dans le sang, les regards des gens. Mais toi, tu es parti au-delà de ça. Ça veut dire que tu arrives en France, même si tu devais entreprendre, bien travailler et cocher tes employés, tu devais faire face au regard des gens. Mais tu oses maintenant dire, je fais conférence, je fais des vidéos. Et je peux dire que 50% de tes abonnés sont quand même des Européens et peut-être 50% en Afrique. Maintenant, comment toi aussi tu es arrivé à briser ça et marcher dans la rue de la France un peu partout et on te dit mais voici le noir qui veut nous moraliser, voici là, toi tu es là, tu crois que tu connais quoi, tu sais, il y a des gens qui vont commencer comme ça avant d'accepter le contenu. C'est ça, c'est ça. Avant de voir que le gars il a 1 million d'abonnés, moi je vais. Comment tu as pu, je dirais, mettre de côté ces regards pour pouvoir vraiment accroître ça? Là je te rappelle la question. Ouais, c'est une très belle question. Et c'est ce que je disais hier, je crois, oui, lorsque j'ai pris la parole. Je t'ai parlé de ce petit ballon qu'on a lancé. Je me suis reconnu beaucoup dans ce ballon parce que je suis arrivé dans un univers où il y a des blancs, il y a la concurrence, il y a des gens qui font des vidéos. J'ai trouvé des gens dedans depuis pas mal d'années. Et j'ai pensé un peu à ce petit ballon noir à qui on a dit que le plus important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est à ce moment-là, je me dis, si les autres ont pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Et c'est à ce moment-là, moi, je suivais les David Laroche de très loin, les Franck Nicolas de très loin, les Jean Laval de très loin. Mais je me dis, si eux, ils ont pu le faire, je peux encore faire mieux que ça. Et c'est comme ça que je me lance à faire des vidéos, à faire des conférences par-ci, par-là. Parfois, lorsque les gens viennent me voir, ils savent que au début, il y a cette méfiance-là. Il est noir, donc on ne fait pas attention à toi. Laisse 2 minutes entre toi et moi qu'on échange et tu mettras ma couleur de côté. C'est un peu ça. Donc récemment, il y a 2 semaines, j'étais à une conférence dans un château où on m'a invité et j'étais le seul noir. Je te montrerai la photo. J'étais le seul noir et j'étais conférencier. Et donc j'arrive au début, on te connaît même pas parce qu'ils te suivent pas, on dit c'est un noir et tout. Et là, il y a tout le monde qui prend la parole. Tu prends la parole, on dit c'est différent. Lui, c'est qui? Il vient d'où? Et à ce moment-là, les gens commencent à mettre ma couleur de côté. Au début, il y a des préjugés. On te regarde même pas, on te dit même pas bonjour comme il le faut. Alors que tu sais qui tu es. Mais finalement, tout le monde prend la parole, tu ne te presses pas. Et c'est ce qu'on dit, si tu peux vendre ton produit à Dieu, c'est que tu as confiance en toi. Et donc, je suis posé et finalement, c'est mon tour de prendre la parole. Je prends la parole. Un blanc lui-même, il vient, il te dit, tu parles super bien, alors que c'est dans sa propre langue. Je dis, Masha'Allah, c'est propre. Et tout ça, ça veut simplement dire que croire en soi, et ne pas laisser les gens mettre des trucs dans notre tête en disant « Ouais, je suis noir, je suis dans un pays blanc, donc je me spécialise sur les noirs. » Non, j'ai toujours eu cette philosophie de universelle. Je peux le faire et peu importe ma couleur, peu importe, même si tu me mets devant un Chinois, je vais lui prouver que d'où je viens, on peut transmettre des savoirs à n'importe qui. Peu importe qui tu es, si tu suis cette vidéo aujourd'hui, que tu te mets des barrières, sache que
le plus important, ce n'est pas ta couleur de peau. Je veux pas que quelqu'un se mette de barrière par rapport à sa couleur, ses origines. Ouais, moi je suis baoulé, c'est pourquoi je suis pas... Non, 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 il n'y a pas ça dedans. Le plus important, c'est que si coach Simon il l'a fait, qu'est-ce qu'il respire? C'est de l'air. Qu'est-ce qui circule ici? C'est du sang. Tony Robbins s'il l'a fait, qu'est-ce qu'il respire? C'est de l'air. Qu'est-ce qui circule ici? C'est du sang. Et bah toi aussi tu peux le faire. Et moi c'est ma vision et c'est ce qui fait que je m'arrête pas. C'est pourquoi ma conférence du 20 janvier, elle est ouverte à tous. Je parle de ma réalité, de la réalité de mon pays, très fier de parler de l'Afrique, d'inspirer même les gens en Occident, des Blancs, à travers des réalités en Afrique. C'est ce qui a fait que je me suis beaucoup démarqué là-bas. C'est-à-dire tu dis des choses que les Blancs n'ont jamais entendues. Tu dis des citations qu'ils n'ont jamais entendues, mais parce que c'est ma réalité et c'est notre différence qui fait la différence. C'est ta différence à toi qui fait la différence n'importe où tu vas. Donc c'est pourquoi le 20 janvier, peu importe ta couleur, même si toi tu es couleur verte là, viens nous rejoindre à la conférence Déclic où on va parler de l'éveil et de la transformation. Peut-être que coach il sera parmi nous aussi. Ça serait un honneur en tout cas de te recevoir et que tu puisses partager parce que c'est une bibliothèque qui est ici là et ça fait plaisir. Et je te remercie pour l'invitation, pour l'accueil et pour le partage aussi durant ce, je vais l'appeler podcast au final parce que c'est pas une vidéo YouTube. Et est-ce que tu as une phrase de fin et après on conclut? Bon, ce que je pourrais dire de fin, c'est dire aux gens, c'est la citation de Confucius qui a dit « Don't mind if you are unknown, do your best to be worth knowing ». Il ne faut pas t'en faire si tu es un inconnu, mais fais tout pour que te connaître en vaille la peine. Donc, mon message ici, c'est dire à toute la jeunesse qui veut ressembler à Karamo, qui veut ressembler à Simon, restez calme, mais débrouillez-vous pour que vous connaître en vaille la peine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés, mais je suis désolé de dire, je ne vais pas citer, mais ça ne valait même pas la peine d'être connu. Donc, c'est vraiment honteux à un certain niveau que tu es connu. Mais si on veut savoir même pourquoi tu es connu, ça ne vaut même pas la peine. Cette citation de Confucius m'a aidé. Tu as dit encore mieux hier. Tu as dit c'est plus important d'être respecté que d'être connu. Donc on a fait une prière hier en disant je vous souhaite ou je suis connu et respecté. Voilà. Être connu c'est pas la finalité, mais c'est être respecté parce qu'il y a des danseurs de TikTok, tu les vois. Ah c'est le gars là qui danse. Tu fais ça la même. Oui, et souvent un jour j'étais en voyage, il y a une là, bon vraiment elle fait pas du bon boulot sur TikTok. Elle m'a vu, elle dit ah coach. Alors qu'elle a plusieurs millions, elle voulait prendre photo. J'ai dit bon, j'ai trouvé des mots pour m'esquiver quoi. Parce que ce qu'elle fait là-bas, bah, quand même, c'est pas, ça ne dit pas la jeunesse quoi. Donc, en tout cas, être connu c'est bon, mais te connaître doit en valoir la peine en fait. Et quand j'ai appris ça de Confucius, moi j'ai fait 7 ans, de 2010 à 2017, je pars à personne. Je me suis dit le jour que je vais sortir, les gens vont dire waouh, tu étais où? Et c'est ce que je veux. Que ceux qui suivent cette vidéo, qui aimeraient vraiment se lancer dans le coaching, inspirer des gens, prenez des décennies, bon, ou du moins minimum le quinquennal, pour apprendre. Parce que ceux qui sont dehors, que vous croyez qu'ils sont des influenceurs, d'ici 10 ans, qu'est-ce qui montre qu'il n'y a pas des jeunes qui vont avoir plus d'abonnés dans la positivité que toi et moi? C'est temporaire. Ils sont en train de se préparer. Donc préparez-vous. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas des katas pour se faire connaître. Parce qu'il y a des gens, ils ont tout fait à un certain moment. Il faut inventer même des histoires qui n'existent pas pour se faire voir. À partir de là, à un certain moment, tu auras mal à l'intérieur. Donc, respirez l'air naturellement. Travaillez vos talents. Dites ce que vous avez fait. Et surtout, il faut connaître vraiment. Parce que quand tu ne connais pas et puis tu veux tâtonner, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ce que je veux vraiment qu'ils sachent. C'est pas terminé justement, c'est pas terminé. J'allais justement parler de ça parce que j'ai oublié de vous parler de la grande sortie du livre hier. Ouais, voilà qu'il a ici. Passe-le-moi d'abord. C'est un livre qui résume un petit peu beaucoup de choses que cette bibliothèque devant nous ici, il l'a et il a résumé ici. C'est un livre de, je crois, ça fait 178 pages, très pertinent. Donc c'est la puissance de l'auto-éducation. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça et comment les gens font pour l'acquérir? Donc ce que je dirais ici, comme l'a si bien dit John C. Maxwell, a leader is the one who knows the way, guides the way and shows the way. Un leader, c'est celui qui connaît la voie, pratique la voie et montre la voie. Je ne suis pas allé très loin, j'ai tout simplement dit comment j'ai fait de piéton. Je marchais ici avec mon bac, tout le monde me connaissait, j'ai été même star de la télé, je faisais des émissions en anglais à la télé ici. Une télé suivie et quelqu'un qui était à la télé qui interprétait des sons en anglais se retrouve à être vendeur dans la rue et à chaque fois qu'on me croise, ah c'est toi qui es à la télé, j'ai dit oublie ça, moi je vais faire la vente ambulante pour réunir des capitaux
pour lancer mon entreprise. Et quand je faisais la vente, mes amis, mes camarades de classe, tout le monde me croyait, me dit, tu nous rabaisses. Ce que tu es en train de faire, tu nous honores pas. Je ne les ai rien dit. J'ai eu un peu d'argent dans la vente ambulante. Je suis allé payer un vélo. Et c'est sur mon vélo que je faisais les coachings, j'enseignais les gens. Après, j'ai payé une moto. Après V8, après tout ça, Amrish, fonder un centre à plusieurs millions de francs, éduquer les jeunes, les permettre de réussir d'abord avec le système des livres, avant maintenant d'écrire les livres. Donc, avant même qu'on imprime les livres, le contenu des livres a permis à des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes, à s'auto-réaliser. Donc, c'est pourquoi j'ai nommé ça, titré « La puissance de l'auto-éducation » pour dire, peu importe ce qu'on va te montrer, il va falloir que toi-même, tu travailles à apprendre mieux ou à te perfectionner. Même si tu es médecin, c'est à travers la lecture. On a vu le grand film de le docteur Carson qui était obligé d'apprendre lui-même des livres pour pouvoir faire de l'opération que d'autres autres n'ont jamais fait. Donc, tout ça, je magnifie ici la puissance du fait que tu apprends ce qu'on ne t'a pas recommandé. Moi, j'aimais apprendre pendant les vacances. Si tu me voyais pendant les vacances, soit je suis au champ et je suis entouré des livres et de mes cahiers de l'année passée. Et quand je bosse, on me dit, mais on est en vacances. J'ai dit, bon, écoute, je bosse maintenant pour moi. Pendant l'année scolaire, je bossais pour l'enseignant. C'était pour avoir des points. Maintenant, là, je bosse pour moi. Donc, c'est pourquoi je parle de l'auto-éducation. C'est vraiment très puissant. Donc, c'est pourquoi dans ce livre, ça vous prend vraiment d'un niveau 0 à ce que vous puissiez vraiment devenir la meilleure version de vous. J'ai mis également de la métaphysique là-bas. Ok, c'est très très pertinent en tout cas. C'est un livre qui est sorti hier, hier le 7 octobre, c'est bien ça. Et comment les gens font pour se l'acquérir? Parce que je sais qu'il y a là, je crois que je vais solliciter Karamo qui va faire partie de ceux qui pourront ventiler ça en France déjà. Et déjà, il y a des GKPiens qui sont venus de la France. On gagne ce livre auprès de tous les GKPiens et des étudiants d'Amrish. Et le livre également à des distributeurs accrédités. N'importe qui ne vend pas le livre. Soit tu fais partie de mes étudiants, soit vraiment tu es un développeur personnel. Parce que vendre un produit que tu n'as pas consommé, c'est déjà pas bien. Il faut que tu sois dans l'énergie. Pour vendre. Donc, c'est pourquoi tous les GKPiens, ils peuvent avoir ça dans les librairies accréditées parce que je dois former ceux qui vont vendre le livre pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent ce qui est dans le livre avant de vendre. C'est pas juste pour se faire de l'argent, mais c'est pour une vision noble. Donc, c'est pourquoi je vais lire ce que j'ai dit ici là, pour Karamo. Oui, ça c'est mon livre, ça, bien dédicacé. Donc, j'ai dit à toi, frère et confrère, Karamo Sangaré, merci et félicitations pour ce charisme et don de soi pour un monde juvénile meilleur, en action pour l'éducation honnête, pratique, pragmatique, responsable et durable. Merci à toi, Karamo. Ouagadougou, le 7 octobre 2023. Ça c'est le mien, ça. Moi, j'ai même commencé à lire. Donc, franchement, merci beaucoup. Donc, si dans ton réseau, on peut mettre un programme de distribution, les gens pourront avoir ça là-bas. Ici au Burkina, on a une bibliothèque de 12 000 livres. Et ils pourront avoir ça à Ouagadougou, à Amrish, à la bibliothèque Imhotep du Simon. Donc, les livres seront également sur Amazon et sur une plateforme que nous avons développée avec Smart Tontine. La plateforme s'appelle Smart Tontine. Là, quand tu payes le livre, tu as des commissions. Quand tu vends le livre, tu as des commissions. C'est une plateforme révolutionnaire et c'est très puissant. Ça s'appelle smarttontine.org. Vous aurez le temps de découvrir ça dans mes vidéos. Au-delà d'être un grand développeur personnel, c'est aussi un grand marketeur. Moi, je repère des choses parce que j'ai fait des études de marketing. Et la qualité du livre, je vous le dis pas, vous pouvez pas le toucher là. Mais regardez, c'est très qualitatif. Le hardcover. Regarde ça, c'est très solide. Et franchement, merci pour ça. Merci pour le partage. Merci à toute l'équipe aussi autour. Ça fait plaisir. Et puis on se dit au 20 janvier du coup à Paris, très probablement avec Coach On Simon. voulait le garder au Burkina, mais bon, il a laissé beaucoup de choses. Je reviendrai, je lui ai dit. La conférence du 20 janvier, si vous n'avez pas la chance de venir, et que vous êtes en Afrique, vous n'avez pas la chance de venir en France pour ça, on fait la tournée de cela et c'est sûr et certain que je vais repasser au Burkina pour partager en fait ce que je peux partager au peuple et à la jeunesse africaine. Merci à Coach et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Merci.